Salut tout le monde, c'est le Cercle du Clos et Infrarouge. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Alors, on va présenter un tout petit peu pourquoi on fait cette vidéo. C'est relativement simple, c'est parce que, tout du moins sur YouTube, le Cercle du Clos et Infrarouge France vont fusionner en fait dans leur communication. Il y a deux membres du Cercle du Clos, c'est-à-dire moi, Baba, Oram et Lambda, et deux membres d'Infrarouge France qui sont Loki et est-ce que j'ai le droit de le dire? En fait, vous avez devant vous le médecin de la peste woke. Salut tout le monde. Bonjour. Alors chacun va se présenter et on va pas commencer par moi. On va commencer par bah tiens, le médecin de la peste woke. Vas-y, commence. Alors moi c'est Razer, c'est simplement je suis membre du cercle du clos et d'infrarouge. Vous pouvez aussi m'appeler par plusieurs pseudonymes, hein, comme Razer, le médecin. Et tu peux indiquer un petit peu ton parcours politique? Qu'est-ce qui t'a fait rejoindre Infrarouge et le cercle? Qu'est-ce que t'étais à Alors moi je l'origine? viens, alors moi de base je viens, on va dire des groupements woke, donc tout ce qui est mouvement LGBT, Antifa, écolo. Et un jour tout simplement il y avait Baba Orom en discussion vocale. J'avais déjà entendu parler du cercle du clos avant avec dans ces groupes de gauche justement qui disaient que c'était des fascistes, etc. Ça m'a un peu intrigué, ce qui fait que je suis venu discuter. Et au fil du temps j'ai commencé à adhérer au truc. Et grosso modo c'est ça mon parcours. Quel est ton engagement au niveau d'Infrarouge? Hmm. Quel est ton Mon engagement. engagement? Ton engagement, ce que tu fais sur Infrarouge essentiellement, et pourquoi tu rejoins grosso modo en grande partie les théories d'Azaldine et Jackson Hinkle. Parce que je pense que ces théories-là de justement des magas communistes d'infrared sont des théories tout simplement réellement marxistes qui ne sont pas dans les dérives postmodernes comme en France actuellement. La plupart des marxistes en France sont postmodernistes, woke. On les appelle même certains les néo-marxistes, hein, qui révisent les thèses de Marx en lui faisant dire n'importe quoi, genre Marx était pour les multigenres et les chaises roulantes, voilà. En adhérant au cercle du clos d'abord, je voulais justement retrouver le vrai marxisme et pas un marxisme totalement révisé, détruit, vraiment pur on va dire. Et sur Infrarouge, c'est un peu dans la même optique, c'est porter les idées d'Azaldine et Jackson Nickel, mais les adapter au contexte français. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à toi-même? Non, j'ai dit tout, j'ai tout dit. Bon, on va poursuivre avec Loki. Alors, lui, il représentera plutôt réellement ce qu'est Infrarouge, c'est un mouvement qui transcende en fait les frontières, puisque dans l'optique d'Infrarouge France, en fait, on voit dans Infrared quelque chose qui allait plus loin que les États-Unis. C'est-à-dire vraiment un mouvement qui est en train de devenir une internationale. Donc, au stade francophone, en fait, on assimile que ce soit la Suisse, la Belgique ou le Québec, pour le coup. Eh ben, j'ai la parole à Loki. Bon, ben, moi, je me présente. Je suis Lucky. Euh, Moi, je suis actuellement le chef de la section francophone d'Infrared à l'international. Et puis, je travaille aussi avec le Cercle du Clos dans l'optique de faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions pour, en tant que souverainiste et communiste, aboutir à une souveraineté de nos nations francophones et à trouver une alternative au néolibéralisme et au mondialisme. Ok. Alors, à part la présidence, est-ce que tu fais autre chose au niveau d'Infrared francophone? J'écris des articles, j'ai aidé à la création des vidéos. Je fais un peu d'éducation politique et théorique. Euh, c'est pas mal un peu tout ce que je fais. Voilà. C'est tout pour Oui. toi? Alors, lambda, alors là, c'est la partie cercle du clos. Est-ce que tu peux expliquer, grosso modo, en quelques mots, ton parcours politique?
pourquoi l'adhésion au Cercle du Clos et pourquoi le rapprochement avec le mouvement infrarouge? Alors, c'est difficile de résumer un parcours politique qui est beaucoup plus long que tous les autres ici, parce que je suis entré dans ma 71e année, hein, j'ai eu 70 ans il n'y a pas longtemps, et j'ai adhéré au Parti communiste français à 16 ans, et j'ai été aux Jeunesses communistes à 14 ans. Donc c'est la prolongation de cet engagement sur des bases d'un marxisme réel adapté à notre pays, la France. Bon, euh, je pense que c'est certains d'entre vous qui regardez ou regarderez cette vidéo me connaissent, puisque c'est moi qui ai débattu avec François Asselineau quand il y a eu le premier rapprochement entre le Cercle du Clos et l'Union populaire républicaine. Mon rôle, moi je suis un petit peu responsable de la relecture et de la remise en ordre des articles qui sont soumis pour le Cercle du Clos. C'est une de mes principales fonctions. Et je suis membre du comité de direction. Pourquoi le Cercle du Clos? Tout simplement parce que j'ai été pendant quelques années maquettiste du mensuel d'une organisation qui se voulait être destinée à favoriser la réapparition d'un parti communiste véritable en France, et j'ai été extrêmement déçu de son évolution, et qui a adopté une fois de plus, sinon le postmodernisme dans son ensemble, du moins une bonne partie de ce dernier, qui n'a pas su faire les alliances nécessaires face à l'extrême danger que court notre patrie et sa classe ouvrière, et plus généralement ses travailleurs. Voilà, je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Il y a une question qui n'a pas été posée, c'est le rapprochement avec infrarouge. Et avant, on va faire un petit aparté. Il y a des gens sur Twitter qui balancent comme quoi, bon, moi je débunkerai pour moi, mais pour toi, que tu aurais été viré du PRCF, mais viré hein, vraiment de l'organisation. Or, ça c'est parce que, a priori, ce qu'on a entendu. Est-ce que tu pourrais un petit peu débunker cette partie-là? Alors Est-ce je dirais que c'est un quart de vérité. C'est pas une vérité totale, c'est un quart de vérité dans la mesure où la direction de ce mouvement m'a tout simplement mis dans une situation qui était totalement impossible. En tant que maquettiste, j'avais pas le droit, et c'était tout à fait normal, d'intervenir sur ce qui était écrit dans le mensuel en question. Donc moi, j'ai jamais refusé de continuer cela. Mais je me suis retrouvé devant une bande de petits imbéciles totalement coupés des réalités d'ailleurs du monde du travail, qui de toute façon voulaient, je dirais, subvertir le PRCF sous prétexte de rajeunissement, et dont les positions sont complètement stupides. Enfin, moi, je ne vois pas un responsable, par exemple, d'un mouvement de jeunes qui se prétend communiste être en même temps un camé. Je suis désolé, pour moi, c'est incompatible. L'usage de la drogue, c'est incompatible. Hein. Des choses comme ça, et puis alors, c'était la critique sur le magazine. Et cette petite bande, extrêmement limitée en nombre, qui avait soutenu quelqu'un qui, lui, avait claqué la porte du PRCF lors d'un congrès, et écrivait et publiait sur le net des choses contre le PRCF, ce qui m'était jamais arrivé, qui, à mon avis, ont fait de l'entrisme à l'intérieur de cette organisation, et y ont réussi. Bon, voilà. Donc c'est vrai qu'on m'a poussé dehors. Mais c'est pas vrai que j'ai quitté le PRCF chassé. il n'y a pas eu de toute façon de conseil de discipline contre toi ou autre? Absolument pas. J'ai dit, dans ces conditions, moi, je rends mes billes, je reprends ma liberté. Ok, Voilà. donc en clair, ça veut dire que en fait déjà on est sur quelque chose qui est diffamatoire parce que les mecs ils disent en fait par méconnaissance sûrement que Lambda a été viré du pôle de renaissance communiste. Il ne faut pas me confondre avec un autre ex-membre d'ailleurs du cercle, qui lui a effectivement été l'objet d'un conseil de discipline dans des conditions très douteuses, bien que je ne soutienne pas son évolution actuelle. Donc moi je ne vais pas faire
chose et que ça s'est passé d'une manière simultanée sur le plan temporel, hein. Mais c'est pas ça. Moi, de toute façon, je suis désolé, mais mon rédacteur en chef, qui disait à longueur de temps, bah, tu veux aller convaincre des gens, entre guillemets, de droite, oui, je veux bien, mais pourquoi ça ne marcherait pas chez les gauchistes? Bah, je suis désolé. Avec le recul de ma vie de militant, j'ai connu les 68 et ce qui s'est passé ensuite. Moi, pour moi, les gauchias, et je vais les appeler comme ça volontairement, on ne peut pas les convaincre à 99,9%, tout simplement parce que c'est devenu des espèces d'ensectés qui récitent à longueur de temps des mantras, qui appellent fascistes tous ceux qui ne sont pas exactement d'accord avec eux, et surtout ceux qui veulent défendre leur patrie. Or, dans l'internationalisme, il y a nation. Ok. Concernant la partie rapprochement infrarouge par rapport au cercle, comme ça m'évitera d'intervenir sur ça parce que Je dirais que c'est une convergence d'idées, hein. Ce qui s'est développé dans le cercle s'était développé. Alors, j'ai pas les dates exactes. Je ne sais pas si le développement en est antérieur aux États-Unis avec Hinkel et Haas, mais grosso modo, c'est une certaine convergence d'idées contre justement ces dérives totalement utopiques qui font que ces mouvements qui sont passés au postmodernisme sont en fait des agents conscients ou non de la bourgeoisie. Alors maintenant, je vais me présenter parce que je pense que Lambda a terminé. Alors, je suis le fondateur en fait du Cercle du Clos. Je suis parmi les membres fondateurs aussi, mais je ne suis pas le fondateur principal de l'Infrarouge France. Mais j'ai quand même mis la main à la pâte. Donc, au niveau du Cercle du Clos, alors mon parcours politique, ça a été relativement simple. J'ai toujours eu des idées marxistes-léninistes, donc je ne viens absolument pas du gauchisme. Ça, c'est la première des choses qu'il faut bien noter. Et j'ai été membre du PRCF, d'après ce que je me souviens, de 2008 à 2016. Donc les gens qui disent que j'ai été viré du pôle de Renaissance communiste en France, je l'avais quitté dès 2016 en fait. Et je l'avais quitté pour une raison très simple, c'est que la condition sine qua non pour moi, c'était de sortir de l'Union européenne, parce que ça bloquait tout pour sortir du capitalisme. Maintenant, il y a la question de l'historicité, c'est-à-dire que le matérialisme dialectique fonctionne comme ça. Quelque chose peut être vrai à un certain moment et être différent à un autre. Or, aujourd'hui, il y a une nécessité des sorties que préconisait le PRCF. À l'époque, c'était beaucoup plus douteux. On pouvait se débrouiller avec une sortie partielle et voir une sortie du capitalisme plus tard. Aujourd'hui, les choses ont évolué et pas dans le bon sens, vous doutez bien. Et donc, on se retrouve devant cette obligation de sortir du capitalisme en même temps. Mais tout du moins en 2016, j'étais absolument pas pour justement les dérives du pôle de Renaissance communiste en France qui s'apparentait soit à de l'attentisme, soit à de l'immobilisme croissant, soit à de l'attaque de l'attaque bête. En plus, il y avait quelque chose qui était complètement dingue. En fait, dans la terminologie du pôle de Renaissance communiste en France, c'était un refus de la modernité. Maintenant, ils sont hyper modernes. Il faudrait que tout se transforme. Il faut laisser la place aux jeunes intégraux, chose qu'ils n'ont absolument pas retenue en 2008. Donc, en fait, leur installation dans l'environnement numérique est extrêmement récent. Donc, nous, on n'a pas voulu nous écouter à l'époque, alors qu'on était jeunes, et sous prétexte qu'on était jeunes, bah, il fallait pas nous écouter. Et aujourd'hui, bah, il faut faire du jeunisme intégral. Donc, ce qu'on appelle un retournement de veste absolument incroyable. Mais en 2016, la situation a été figée. Donc, en fait, il fallait que ça saute. Et moi, je me suis barré du PRCF, j'ai dit, bon, bah, j'arrête. Et je me suis mis à l'UPR. À l'UPR, il y a beaucoup de choses. Je suis parti avec des a priori. Je me suis dit, je vais être mal reçu en tant que marxiste-léniniste. Quoi qu'il en soit, ça a été tout le contraire. J'étais plutôt bien reçu. C'était pas des gens qui étaient des fachos, hein. Faut s'éloigner. Et de toute façon, je l'ai jamais caché que j'étais marxiste-léniniste. Le résultat, c'est qu'on a pu rencontrer François Asselineau en plus chez moi.
et que j'ai eu 2 délégations départementales. J'ai quitté tout ça. Pourquoi? Bah, parce que les positions sur l'Union soviétique de François Asselineau sont relativement, dans certains cas, révisionnistes. Et ça nous plaît pas. Mais quoi qu'il en soit, il faut faire alliance avec François Asselineau pour sortir de l'Union européenne. Et son point, même s'il y a des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, déjà on lui a pas demandé de faire la révolution prolétarienne, ça c'est pas vrai. Mais même s'il y a des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, essentiellement, ce n'est pas une personne qui est vraiment de droite dure d'un point de vue libéral du capital, hein. Si vous voulez inspecter son programme, on pourrait dire que c'est un programme de radical socialiste d'avant la Première Guerre mondiale. Donc plutôt à gauche, en fait. Mais ça, faut pas dire chut. Parce que sinon, ça pourrait déplaire peut-être à certaines personnes. Non, en fait, ça déplaira pas à son électorat de droite, parce que c'est un électorat de droite réellement souverainiste et conséquent, et ça, je ramène à une des vidéos précédentes du Cercle du Clos, qui était sur le fait qu'être souverainiste et libéral capitaliste est totalement incompatible, parce que le libéralisme capitaliste veut détruire la nation. Donc on ne peut pas avoir l'un et l'autre. On ne peut que choisir l'un ou l'autre. Voilà. Ça, c'est pour mon parcours politique. Donc, je n'ai pas été viré du PRCF. Je suis toujours resté marxiste-léniniste et jamais j'ai été réellement gauchiste à fond. Bon, peut-être à 14 ans, je suis peut-être un petit peu anarchiste. Bon, ça se guérit, hein. C'est-à-dire qu'au-delà de 16 ans, si vous êtes encore anarchiste, si vous êtes un crétin, hein. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Razor, pourquoi t'as coupé ta cam? Ah, il y avait un petit défaut technique. Donc, on va amorcer. Alors, ce qu'on vous annonce, c'est la fusion des deux. Et par un tweet qui est actuellement relayé par le Cercle du Clos, vous savez qu'il y a quelque chose qui se prépare. Bon, déjà, l'intro de cette vidéo vous a renseigné sur l'intro définitive. Mais pour le reste, vous ne savez pas ce qui va se passer dans la vidéo qui va être présentée, qui a été conçue en commun. C'est-à-dire Cercle du Clos plus infrarouge. Et ceci est appelé à durer, en fait. Là, vous avez les 4 membres permanents des vidéos et des lives, parce qu'on va faire des lives qui vont être, je pense, plutôt réguliers maintenant sur cette chaîne. Alors, peut-être Razer peut expliquer ce qu'on va traiter. Est-ce on va sûrement traiter l'actualité, je pense, en plus. Ouais, sûrement, les actualités géopolitiques actuellement autour de Taïwan, Ukraine, le conflit israélo-palestinien, donc la géopolitique actuellement beaucoup changeante. Loki pourra peut-être vous parler un petit peu je sais pas, il m'avait dit qu'il s'intéressait aussi à la question de la souveraineté au Québec, le fait que le Québec soit très différent, et donc il peut vous donner aussi des actus et aussi un certain nombre de blocages. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre les possibilités au niveau de la France et ceux au Québec. Est-ce que tu peux faire un petit tour sur ça, justement, pour expliquer un petit peu ce que tu vas traiter pendant les lives, Loki? Ben, c'est sûr que je peux faire un parallèle entre le Québec et la France. Et aussi, peut-être parler des États-Unis, vu on est très proche avec les États-Unis. Je peux faire un parallèle de tout ça pour qu'on puisse, entre la francophonie, se comprendre. Et puis, pour mieux réfléchir à notre avenir commun. Et comme celui qui veut avancer dans le présent et le futur est obligé de comprendre le passé, et ben le lambda est tout trouvé puisque c'est quelqu'un qui a quand même traversé plusieurs en fait générations militantes. On peut parler de génération militante parce qu'on est vers quelqu'un qui était quand même du temps de Val-des-Crochets, de Marchais, etc. Et qui peut arriver peut-être dans ce qu'on appelle le développement spiralé des théories de Marx sur le matérialisme historique et dialectique, peut-être arriver à nous dire, bon, bah, telle chose, ça ressemble, mais c'est pas obligatoirement la même chose, et voilà pourquoi. Et expliquer les points historiques en les ramenant à l'actualité présente. Euh, Explique un tout petit peu ta méthode, Lambda. Bah, d'abord, j'ai une position sur le plan de l'histoire, tout simplement, qui est une position de transition et de transmission. Pourquoi? Bah, parce que mes grands-parents, ce sont des gens qui ont vécu le premier conflit mondial, la guerre de 14.
Mes parents, ils ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Mon père a été résistant. Il m'a raconté beaucoup de choses. Il était dans un engagement politique communiste dès la période 1934-1936. Il a adhéré au Parti communiste clandestin en 1940. Il a été mis en prison par Pétain pour reconstitution de Ligue dissoute. Il s'est fait casser les dents par les flics de Vichy. Et puis ils ont réussi, les camarades ont réussi à le faire sortir parce qu'il y avait encore un semblant de respect des procédures à l'époque. Tout simplement, ils ont fait chanter le juge d'instruction qui avait une liaison. Ouais, on va éviter de s'enfoncer dans un discours long. En gros, je ne veux pas m'enfoncer dans un discours long. Donc la Seconde Guerre mondiale, même si j'en suis pas témoin direct, j'ai fréquenté beaucoup de témoins directs, y compris des camarades communistes qui avaient des responsabilités très, très élevées, comme Marie-Claude Vaillant-Couturier ou Marcel Paul. Marcel Paul, qui est le ministre communiste de De Gaulle, qui a nationalisé EDF-GDF. Bon. Ensuite, mon père, je vous l'ai dit, il a vécu la Seconde Guerre mais à un niveau haut. Il a vécu aussi toutes les années 50, notamment l'alliance de fait dont parle François Asselineau entre communistes et gaullistes contre la création de la communauté européenne de défense, menée à l'époque sous l'égide des Américains par des généraux de la Wehrmacht, des nazis. Et puis moi, j'ai pris conscience de ce qui se passait autour de moi au début des années 60, c'est-à-dire que j'ai la fin de la guerre d'Algérie, la crise de Cuba, la guerre du Vietnam, ses suites, et puis tout ce qui s'est passé historiquement, je l'ai vécu. Et puis, sur le plan politique intérieur, la remontée en puissance du Parti communiste français, qui avait un petit peu diminué par rapport à ce qu'il était à la Libération, jusqu'au milieu des années 70, en 1977 si je vais être très précis, où là, il y a ce que j'appelle le marchétisme, qui pour moi était l'équivalent du brejnevisme en URSS, où on a reculé totalement. Bon, je ne vais pas commenter ici les raisons, c'est très important parce que ça permet d'expliquer un certain nombre de choses. Et puis j'ai vécu cette période de 68 où j'ai bien vu ce que c'était que les gauchistes et quel rôle ils jouaient, qu'ils en soient conscients ou non. Et ce qu'on retrouve maintenant. Alors, les choses qui diffèrent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus cet appui qui existait quand même, malgré les erreurs, malgré les bêtises, cet appui qui représentait ce qu'on a appelé le camp socialiste dans un certain nombre de domaines. Et ça change beaucoup de choses dans la mesure où depuis la chute de l'URSS, c'est pas la chute du Parti communiste français qui avait commencé avant, mais depuis la chute de l'URSS sur le plan international, on assiste à quelque chose de très clair, c'est que dans les pays capitalistes qui ont adopté la financiarisation et la mondialisation, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la main des États-Unis en fait, eh bien, on ne se gêne plus, et on se gêne de moins en moins pour afficher ce qu'on est. C'est ce que vous verrez, ce que vous découvrirez d'ailleurs dans la vidéo dont vous parlait Baba Oram il y a quelques minutes. Donc, bon, donc vous comprenez bien qu'avec le tel passé, le coup de l'accusation fasciste, doriotis, etc., déjà, c'est complètement absurde de nous traiter de Doriot. Parce qu'on n'est pas ethno-racialiste, on ne condamne pas le communisme. Faudrait que vous retrouviez les affiches du Parti populaire français, hein. C'est un truc qui était devenu ultra anti-marxiste, anti-communiste. Nous, on continue de s'appuyer sur le communisme et Marx. On ne le condamne pas. C'est complètement débile. Et de toute façon, tout le monde s'appelle Doriotis, tout le monde s'appelle fasciste. Regardez, même les pro-israéliens, ils disent la LFI, c'est le plus grand parti antisémite de France, et ils qualifient Mélenchon de Doriot. C'est complètement absurde, hein. On est anti-mélenchoniste, mais on va pas qualifier Mélenchon de Doriot, ça n'a pas de sens. C'est débile. Bon. À un moment, il faudrait peut-être arrêter d'être con politiquement. Ce qui nous permet de rebondir, parce qu'il y a aussi quelques personnes qui nous attaquent, hein. Je pense que Loki et Razer vont résumer, hein, au niveau de certains maoïstes. On subit des attaques, oui, de nombreux marxistes-léninistes maoïstes, hein, maoïstes parce qu'ils se réclament de Mao Tse-tung,
qui nous attaquent sur le plan économique, social, en disant qu'on est des révisionnistes, parce qu'on a un soutien critique à la Chine, à la Russie. Donc, selon eux, on ne peut pas avoir de soutien critique. T'es obligé d'être voilà, t'es obligé d'être enfermé dans les années 50 en mode faut être full Mao, faut être full Oja, sinon tu n'es pas marxiste. Ce qui n'a aucun sens. L'histoire change, les réalités changent, on ne peut pas rester figé dans le passé sur des idéaux qui peuvent avoir des choses intéressantes, mais on ne peut pas recopier ce qu'a fait Mao pour la Chine, qui a d'ailleurs foiré. On le voit d'ailleurs, ça a foiré le maoïsme. Ça a évolué vers autre chose, vers le denguisme, vers un peu de libéralisme. Aujourd'hui, on est à la pensée Xi Jinping. L'Albanie d'Oja, ce qu'a fait Oja, désolé, il ne reste plus rien. Son athéisme d'État n'existe plus. Les gens ont repris leur vie normale, on va dire. Donc bon, c'est le genre d'attaque qu'on reçoit souvent, révisionniste, traître, fasciste. Ça Donc va un bon, peu plus loin avec en plus du révisionnisme même par rapport à Mao, hein. Les maoïstes français ont de ça d'être extraordinaires, c'est qu'ils ont des positions que Mao aurait lui-même condamnées. oui. Je demande à Loki confirmation sur ça parce qu'il a été maoïste, hein. Oui, moi, je suis un ex-maoïste. J'ai lu pas mal de théories MLM, et puis aujourd'hui, je m'en détourne parce que, comme a dit notre camarade Raza, les gens ne réussissent jamais à s'adapter aux circonstances et à la culture occidentale. Et moi, je l'explique simplement par le fait que ces trucs, c'est quelque chose en dehors de l'Occident. Pour le coup du maoïsme, c'est du marxisme asiatique. Et pour Hodja, c'est du marxisme des Balkans. Et pour l'URSS, c'est plutôt un marxisme. Je pense Historique que différent. ouais, t'avais figé pendant un temps. Ok. Moi, ça va, on va faire simple, hein, parce que bon, il nous attaque pratiquement ad hominem, donc en fait, on va révéler un petit truc. Au niveau de cet orga, vous avez quelqu'un qui s'est appelé Camarade Zhang. Camarade Zhang, il a 13 ans, hein. Enfin, il a 14 ans maintenant. Donc, on va la faire court. Et il attaque ad hominem les gens. Pourquoi? Parce qu'il est frustré, parce qu'il a été éjecté du cercle du clos et d'infrarouge. Il en faisait partie, hein, avant, hein. Ça, il faut bien que vous en ayez conscience. C'est-à-dire que c'est un gamin qui est frustré d'avoir été éjecté. Et il faut savoir que il est tellement maoïste, il connaît tellement ça en fait, les gens qui sont venus pour la première fois en France et qui sont de sa famille ont fui le maoïsme. Donc c'est bizarre, hein. C'est quelqu'un qui est maoïste, mais dont ses grands-parents, je crois, ont fui le maoïsme. C'est étrange, hein. C'est véritablement un paradoxe. Donc voilà. Donc 14 ans, une culture politique médiocre. Bon. Des idées extrêmes, c'est typique d'un gamin de 14 ans. Il y a un maoïsme en plus dans le fond qui est absolument pas critique, hein. Vous pouvez pas être intégralement quelque chose à 100% parce que vous avez tout. En science, il y a toujours une critique, il y a toujours une balance. Vous pouvez pas être à 100%. C'est comme si vous mariez avec quelqu'un et que vous êtes 100% d'accord dans le couple, ça n'existe pas. C'est de la merde. Moi, je voudrais ajouter quelque chose sur les maoïstes, parce que les maoïstes, moi, je les ai connus depuis 68 en France. Là, je parle des maoïstes français, hein. Je ne vais pas développer sur le plan de ce qui s'est passé en Chine, parce que c'est pas mon rôle ici, tout au moins dans ce cadre. Enfin, je voudrais simplement citer un très célèbre maoïste de l'époque de 68, un certain Kessler, qui est aujourd'hui au MEDEF, avec un très bon poste au MEDEF, et dont depuis il a bien changé parce il a dit de manière très officielle qu'il fallait en finir avec les acquis du Conseil national de la résistance. Alors des gens qui se prétendent être des révolutionnaires, etc., et qui en arrivent là, bah, c'est typique du gauchiste français. Euh, c'est le petit con qui fait sa crise d'adolescence, qui veut tout démolir, tout ceci, tout cela, mais qui au fond est très bien content de reprendre la place que lui ont chauffé ses parents dans le grand capital. Donc, que dire en conclusion? Ben, restez à l'écoute. Restez à l'écoute parce que nous, on met tout en place. Vous voyez qu'il y a un joli arrière-plan, vous avez le logo d'infrarouge qui est orné de deux épis de blé
avec une croix de Lorraine hein, qui réalise le gaullisme et ce qu'on appelle l'âge de l'automatisation. Donc un marxisme rénové, mis au goût du jour. Il n'est pas rénové dans sa théorie profonde parce que sa théorie profonde continue déjà de s'appliquer. Le truc, c'est que les outils du prolétaire aujourd'hui sont plus dans l'automatisation et le col blanc. Donc, en fait, avec le maoïsme, vous aurez un communisme de bolderie, c'est-à-dire un communisme du tiers-monde, où la seule promesse que vous pourrez avoir, dans le meilleur des cas, ce sera le bolderie sera gratuit. Et nous, on veut plutôt aller vers un truc, bon, on prend toujours Aujourd'hui, c'est pas la peine de nous le reprocher ou de dire vous êtes utopiste, etc. On prend toujours des images, en fait, lointaines, dont on veut tendre vers un communisme à la Star Trek. Voilà, c'est ça la différence. C'est un communisme qui promet la richesse pour tout le monde, et pas le bol de riz pour tous. Voilà. Donc, la différence, nous, avec les autres organisations révolutionnaires, c'est qu'il y a un programme économique et social déjà de près. Les autres dossiers, ils sont importants, mais ils demandent de réflexion technique aussi sur le tas. Ça peut être la santé, etc. Tout est à refonder. L'armée, on a quelques pistes parce qu'on a une militaire au sein du cercle qui veut rester anonyme, mais elle est de grand conseil. Puis on a des gens d'autres tendances politiques et on voit bien que les gens qui sont réellement souverainistes, mais ils n'ont rien fondamental contre les communistes. Ils croient des choses. Il y a des images d'Épinal, mais aussi, nous aussi, on a des images d'Épinal. Et ces images d'Épinal, ben, il y en a beaucoup qui sont fausses. Et pour ça, il faudrait parler. Et arrêter d'insulter les gens et de les traiter de fachos. Ça n'a plus de sens. De toute façon, ce mot facho, maintenant, il est complètement dévoyé. Maintenant, c'est l'équivalent de connard. Donc, vous pouvez toujours, les gauchos, vous pouvez toujours insulter 50 000 personnes de fachos. Ça n'a plus de sens profond. C'est terminé. En fait, vous avez dénaturé même ce mot. Il est même plus utilisable. Donc, si d'autres ont quelque chose à rajouter avant qu'on s'arrête pour cette vidéo? Je n'ai rien à rajouter. Rien à ajouter. Comme là. Pas grand-chose à ajouter, donc effectivement, je pense qu'on a fait le tour de cette question-là. Aux prochaines vidéos, on abordera d'autres sujets, et il y en aura peut-être d'ici peu. Ah bah, il y a de toute façon la vidéo qui est attendue, dont la pub a été faite sur Twitter. Celle-là, il y en a une qui me tient à cœur parce que, mais enfin, on n'a pas encore décidé, donc j'en parle pas. Parce que je pense qu'il faut serrer les boulons et serrer les alliances, et qu'il faut, sans renoncer à l'indépendance des uns et des autres, mettre les choses très au point avec nos amis de l'UPR. Parfait. Bah écoutez, bonne soirée à tous. Et puis restez vraiment à l'écoute. Abonnez-vous à la chaîne maintenant qui va être renommée Cercle du Clos Infrarouge. Le logo va bientôt changer contre un logo divisé en deux. Et attendez la vidéo là qui va sortir. Ça va être du pur sucre. Et puis on espère que les amis du père vont aussi suivre dans leur écoute, y compris l'excellent François Asselineau. Bah écoutez, passez une bonne soirée. Ciao! Au revoir. Au revoir tous.